Avant de commencer, je tiens à remercier Monsieur le Président, les membres des comités d'organisation pour la qualité. Donc, c'est une fierté, si vous voulez. C'est très intéressante. C'est un fait, si vous voulez, scientifique, de qualité, pour rassembler les techniciens de laboratoire ou tout simplement les praticiens de biologie médicale. Donc, concernant ma présentation est intitulée « L'importance de l'approche One Health dans la prévention des pandémies, bien que ce soit actuelle ou bien les futures pandémies, cas de Covid, présentée par moi-même, Chakiri Mohamed. Avant de commencer, je tiens bien sûr à demander un peu de temps parce que la présentation elle est très longue. Hein? Un bonus de 5 minutes ou 10 minutes. La présentation, concernant le plan de ma présentation, je vais commencer par une petite introduction, chronologie de l'émergence de zoonoses à coronavirus et autres pathogènes, écosystémique des épidémies, et puis les atteintes aux écosystèmes et à la biodiversité, les implications en santé publique et gouvernance, et dernièrement, je vais terminer par les conclusions. Tout simplement, les zoonoses sont des maladies transmises des animaux aux êtres humains. Il y a une diversité, que ce soit des bactéries, que ce soit des virus, que ce soit des parasites, que ce soit des champignons. On sait bien que l'impact de ces zoonoses, il y a un impact économique, aussi sur la santé, quand on parle santé humaine et animale. Ce sont des obstacles, si vous voulez, principaux pour avoir une amélioration de la qualité de vie. Et quoi d'autre? On tenu compte que les zoonoses sont aussi l'impact sur l'économie. Quand on parle d'économie, ça veut dire l'économie, les animaux d'élevage. Il y a aussi les projets, que ce soit de petite échelle ou bien des grandes échelles. Durant cette présentation, je vais aborder les points suivants. Les déterminants associés au saut, ça veut dire les changements d'un hôte à l'autre, les modèles évolutifs des zoonoses émergents, ainsi que les aspects zoonotiques, cas Covid. Et la dernière, je vais bien sûr proposer les stratégies de surveillance des futures et des épidémies actuelles sous le prisme One Health. Je vais présenter quelques aspects ou bien un aperçu rapide sur les facteurs associés au changement, ce qui fait l'habitat d'un virus à l'autre, l'hôte, si vous voulez, l'hôte primaire, puis l'hôte définitif, jusqu'à l'arrivée chez l'homme. Prenons maintenant le virus de la VIH1, si vous voulez. Donc, il a détecté pour la première fois à Kinshasa, en 1920. Chez l'hôte primaire, c'est chimpanzé. Et puis, l'effet des activités humaines, on constate qu'il y a un changement vers l'être humain. Jusqu'à le présent, depuis 1981, il y a plus de 35 millions. Deuxième, c'est Zika, virus Zika. Il a détecté en 1947, au Rwanda, Tanzanie, mais l'hôte primaire, c'est le singe. Et puis, sous l'influence des facteurs, que ce soit les facteurs environnementaux ou bien les activités humaines, il a changé. Deuxième hôte, c'est l'être humain. Concernant la transmission, elle est transmise par un vecteur, Xode, sanditique. Le troisième virus, si vous voulez, c'est Ebola. Il a détecté en 1976 au Soudan et aussi au Congo. L'hôte naturel, c'est les chauves-souris. Et puis, l'effet aussi des activités humaines, on constate qu'il a changé chez les primates puis les humains.
Le troisième, c'est virus Nipah. Il a détecté en Malaisie, mais l'autre, c'est le chauve-souris. Sur les activités aussi de l'activité humaine, il a changé, bien sûr. Deuxième hôte, c'est l'être humain et l'époque. Que ce soit l'élevage naturel ou bien l'élevage, si vous voulez, il y a l'élevage domestique, si vous voulez, ou bien l'élevage hors domestique, comme les fermes, etc. Le troisième, si vous voulez, ou bien le quatrième virus, c'est le virus H5N1. Il a détecté au Congo en 1977. Les oiseaux aquatiques, ce sont des hôtes naturels, et puis les êtres humains, elle est considérée comme hôte secondaire, mais les dégâts, c'est catastrophique. Donc presque 33% de létalité chez l'homme. Prenons l'exemple de la variole qui est récemment réapparue en Europe. La première fois, donc c'est pas la première fois, mais il a détecté, si vous voulez, en 2003 aux États-Unis. Donc le chien de prairie, elle est considérée comme hôte primaire. Et puis il a changé bien sûr vers l'être humain sous l'influence bien sûr des activités humaines. Coronavirus, SARS-CoV, il a aussi détecté chez les êtres animaux, surtout chez les chauves-souris, en 2002-2003 en Chine, et puis il a changé l'hôte primaire à l'hôte définitif, c'est les civettes et les humains. Mais concernant la cause, ou bien les facteurs associés, c'est l'élevage et aussi les commerces des animaux sauvages, des commerces clandestins, et ainsi de suite. Concernant la transmission et létalité, elle est très, très élevée, entre 13 à 18%. Le dernier, c'est coronavirus. Coronavirus, ou bien MERS si vous voulez, MERS-CoV, il a détecté chez l'hôte naturel, c'est le chauve-souris, et puis en 2012, si vous voulez, et puis il a changé l'hôte définitif. On constate que les dégâts ou bien létalité entre 30 à 42%. Tout ça, bien sûr, les résultats de quoi? C'est les résultats des activités humaines. Donc, les zoonoses représentent un grave problème de la santé publique humaine et animale. 60% des maladies infectieuses humaines existantes sont zoonotiques. 5% nouvelles maladies humaines apparaissent chaque année. Il y a 3 sont d'origine animale. 80% des agents pathogènes utilisés dans les armes biologiques, ou bien même les terrorismes, si vous voulez, les terrorismes biologiques, ce sont des agents pathogènes. Et surtout, ce sont des virus. Donc, l'origine de coronavirus. L'origine, 75% de ce qui fait 75% des agents pathogènes responsables des maladies infectieuses, ce sont d'origine animale, que ce soit HIV, la grippe, Ebola, coronavirus. Donc, la plupart des coronavirus, que ce soit les 4 genres, alpha, bêta, gamma et delta, sont d'origine animale. L'environnement et la biodiversité, ce sont des déterminants majeurs dans notre santé. La pandémie Covid nous a ainsi rappelé avec force les liens étroits qui existent, bien sûr, entre la santé animale, santé humaine et santé environnementale. Ce signal d'alarme nous pousse à repenser notre relation avec le vivant. Quand on parle de vivant, être humain, animal et ainsi de suite. L'approche intégrée, One Health, permet de prendre ce lien, le lien qui existe entre 3, si vous voulez, santé animale, humain et l'écologie et l'état de l'environnement. Qu'est-ce que One Health, tout simplement? One Health, c'est une proche, si vous voulez, est un concept de l'interconnexion du vivant. L'interconnexion entre santé animale, humaine et l'état de l'écosystème, si vous voulez. One Health, c'est une stratégie de préserver la santé animale pour un objectif, une santé pour protéger tous.
Le concept One Health, c'est une approche de la santé holistique, collaborative, multisectorielle et aussi transdisciplinaire qui nous a permis de travailler en collaboration, ensemble, national, que ce soit national, global, international, afin d'optimiser ou bien d'avoir une santé optimale. Ça nous permet bien sûr d'avoir le minimum de risques et d'atténuer, si vous voulez, les risques et de protéger les trois, si vous voulez, les trois systèmes, santé humaine, animale et environnementale. Donc, le concept One Health domine la communication et la stratégie des organisations internationales nationales, à savoir que ce soit FAO ou bien l'OMS ou d'autres. Pourquoi le concept One Health s'est-il posé en santé publique? Tout simplement parce que le cadre conceptuel permettant de comprendre l'émergence des épidémies. C'est une fois qu'on a bien compris le mécanisme, donc il est facile d'anticiper et de prévenir. Donc c'est ça le mécanisme. Si on a déjà arrivé à comprendre le mécanisme d'émergence des épidémies, donc il est facile d'intervenir soit pour l'anticipation, soit d'autres actions. Donc concernant l'histoire du concept One Health, tout simplement, le terme est utilisé pour la première fois en 1884 par Calvin. Donc, c'est un épidémiologiste américain. Il est considéré parmi les pères de l'épidémiologie moderne. Il a utilisé dans son livre, c'est une interconnexion entre santé humaine et animale. Mais il pointille également l'impérieuse nécessité d'une collaboration entre la médecine vétérinaire et la médecine humaine. Donc, pour contrôler la dissémination, tout simplement, des agents infectieux. Deuxième principe, ou bien deuxième étape, deuxième volet, c'est les 12 principes de Manhattan. Donc, les 12 principes de Manhattan ont été, bien sûr, présentés en 2004 à New York, dans une conférence organisée par la Société de conservation de la vie sauvage. Donc, parmi les points forts, si vous voulez, c'est la reconnaissance des liens entre trois systèmes, humain, animal et environnemental, l'approche multidisciplinaire et indispensable, nécessité de l'éco-épidémiologie, et la dernière, c'est la science humaine, qui est très importante, c'est l'acceptation des politiques sanitaires. Les conclusions finales de cette conférence, livrée à la fin de la conférence, c'est résoudre les problèmes, résoudre les menaces d'aujourd'hui, et les problèmes de demain ne peuvent être accomplis avec les approches d'hier. Et la dernière, si vous voulez, c'est le concept One Health, à utiliser en 2008 à Sharm el-Sheikh. C'est une conférence, c'est un symposium sur les infections ou bien les risques infectieux liés au contact des écosystèmes humains et animaux. Peu après, suite à la pandémie de la grippe A, due au virus H1N1 de 2008-2009, l'OMS a adopté, bien sûr, un programme mondial de lutte contre la grippe, indiquant une surveillance accrue le réservoir. Quand on parle de réservoir, c'est le réservoir animaux. La conclusion, c'est quoi? Ou bien l'essentiel, les points essentiels, c'est l'interconnexion entre les deux systèmes, toujours la santé humaine, animale, et plus, il y a le troisième acteur, c'est l'environnement. Pour cela, on dit qu'il ne faut jamais dissocier l'environnement avec l'épidémie. Donc, c'est un acteur qui influence directement, bien sûr, sur le sens de l'épidémie. Et là, le deuxième point, si vous voulez, c'est l'interdépendance entre santé et économie. Santé et économie. La conclusion, One Health est une approche multidimensionnelle, pluridisciplinaire. Les écosystèmes des épidémies. Quand on parle des épidémies, on pense rapidement, c'est les relations qui existent entre deux acteurs essentiels, c'est l'hôte et l'agent pathogène. C'est une relation dynamique
quand on parle de relation dynamique, donc comme la relation est équivalente en fait d'une course aux armements perpétuels. Donc, que ce soit l'agent pathogène ou bien l'hôte, elles ont cherché systématiquement à adopter, à développer des contre-mesures, des stratégies d'échappement à la réponse immunitaire. Ça, bien sûr, donc pour bien comprendre les deux relations, que ça soit au niveau de l'hôte, au niveau de la population, donc il y a une hétérogénéité. Quand on parle hétérogénéité, si vous voulez, intrinsèque ou extrinsèque, donc l'âge, l'obésité, c'est l'acquisition d'une mémoire spécifique contre l'agent pathogène. Concernant le pathogène, avec le temps, il y a une mutation, il y a une résistance, et ainsi de suite. Donc, il y a une hétérogénéité vis-à-vis, que ce soit l'hôte, que ce soit le pathogène. Plus, le troisième acteur, sans oublier, c'est l'environnement. On sait bien que l'impact de l'environnement, il y a une grande part, si vous voulez, sur la nature et la dynamique des épidémies. Donc, il ne faut jamais dissocier l'environnement. Quel est le lien d'émergence des maladies infectieuses, zoonotiques? Tout simplement, on a déjà vu que, d'après la présentation de la table qui présente les variations, si vous voulez, d'un virus à l'autre, tout simplement, c'est les atteintes aux écosystèmes. C'est la dégradation de l'environnement. Mais la dégradation, elle est provoquée par l'homme. D'où, bien si vous voulez, dû aux activités humaines. Que ça soit, donc, il est très diversifié. Donc, c'est la chasse, les habitudes alimentaires, ce qui fait les habitudes personnelles, etc. Donc, plusieurs manifestations scientifiques mondiales portent notamment une mention urgente mettant l'accent sur les liens qui existent entre pandémie et la dégradation des écosystèmes. Pour bien comprendre les perspectives, donc, c'est la biodiversité. On sait bien que en biologie médicale, donc la diversité biologique, il a sélectionné bien sûr une adaptation spécifique. Que ça soit une sélection des agents pathogènes, soit des animaux, et ainsi de suite. C'est naturellement, donc il y a des facteurs influençants. On dit que c'est l'environnement qui gouverne, bien sûr, qui favorise des mutations, ou bien le changement du comportement, que ce soit pour l'être vivant, animal ou bien humain. Les dernières décennies, on constate qu'il y a apparition et réapparition des pandémies ou bien des épidémies. Parmi lesquelles on trouve SRAS, la grippe H1N1, MERS-CoV, Zika, Ebola, et actuellement, on a vécu un moment difficile, c'est le cas de SARS-CoV-2, et dernièrement, et dans les derniers mois, c'est la variole du singe. La variole du singe. Tout ça, donc il y a presque 7 épidémies, tous sont liés bien sûr aux activités humaines. Quels sont les facteurs favorisants? Tout simplement, on a dit que les facteurs favorisants, donc il y a presque 75% des maladies infectieuses humaines émergentes, et elle est du quoi? Bien sûr, issu et l'origine, c'est les réservoirs animaux. Ces activités ou bien ces animés et l'émergence sont favorisés par la pression exercée sur la biodiversité, la destruction des écosystèmes, ça multipliant le contact entre les espèces humaines, animales et l'environnement. Donc il y a donc une pression massive, si vous voulez, augmente ainsi le risque de transmission. Ce sont des facteurs favorisants dans l'émergence et favorisent aussi la transmission d'un virus à l'autre. Donc, l'apparition, bien sûr, l'apparition des nouvelles épidémies. La pression exercée sur la biodiversité comme la déforestation, développement urbain, l'agriculture intensive, il y a le trafic d'espèces, changement d'un habitat à l'autre, ce sont des facteurs favorisants, bien sûr, et l'installation et l'apparition d'une nouvelle maladie. Sans oublier, on a
un autre facteur qui est très important, c'est le facteur emblématique. Ça veut dire les réchauffements climatiques. Donc, il y a un ensemble de facteurs, que ce soit les facteurs provoqués par l'homme, que ce soit les facteurs liés, bien sûr, le climat et ainsi de suite. Il y a d'autres facteurs parmi lesquels on trouve, bien sûr, des facteurs liés, ce sont des facteurs économiques, si vous voulez. Donc, la chasse, et puis la vente des espèces. Donc, il y a un changement d'un habitat à l'autre. Il y a aussi l'élevage. Quand on parle d'élevage, donc il y a différents types d'élevage. Il y a aussi la migration. Donc, il y a un ensemble des facteurs qui sont favorisés, bien sûr, l'apparition et la réapparition, que ce soit Covid, que ce soit d'autres maladies en futur. L'importance des infrastructures sanitaires et de l'éducation dans le contrôle des épidémies. C'est très important. Donc, il y a une grande hétérogénéité des infrastructures, comme par exemple les marchés d'animaux vivants. En Chine, par exemple, on trouve 8941 marchés de volailles et d'animaux vivants. Ce sont des facteurs favorisants aussi. Donc, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de mouvements entre les différents systèmes, que ce soit l'être humain, les animaux sauvages, les animaux domestiques, et ainsi de suite. Donc, les conséquences, on sait bien que l'élevage, il est considéré comme des incubateurs accélérant l'évolution des virus, ou même des êtres, des micro-organismes tout simplement, que ce soit pathogènes ou non pathogènes, peuvent favoriser le saut, bien sûr, d'espèces virales. Donc, le changement d'un habitat à l'autre ou bien d'un autre à l'autre, donc l'élevage, il est considéré parmi les facteurs favorisant ça. Il y a aussi l'impact du transport. Il y a aussi la vente d'animaux. Et quoi d'autre? Tout ça, ce sont des facteurs qui augmentent les contacts entre les animaux de différentes origines, que ce soit sauvages, que ce soit domestiques. Et tout ça favorisant bien sûr l'apparition et réassortiment des virus et les infections humaines. En plus, on va bien sûr citer l'importance de la surveillance, la biosécurité et la vaccination. Tout ça, ce sont des stratégies pour contrôler les épidémies et la prévention, si vous voulez, des pandémies futures ou bien actuelles. Donc la vaccination seule, elle est insuffisante. Pourquoi? Il est difficile de vacciner les animaux sauvages. Quoi d'autre? Chaque fois, il y a des sous-types. Donc, il est difficile de fabriquer pour chaque sous-type un vaccin. Quoi d'autre? Chaque fois, il y a un variant, et ainsi de suite. Tout ça, c'est difficile et coûteux, surtout pour les pays pauvres. Donc, ce sont des obstacles, si vous voulez, dans l'économie et le développement. Donc, la vaccination, elle est considérée, d'après les études actuelles, elle accélère ou crée ce qu'on appelle la pression de sélection. Peut avoir des variants. Quand on parle de variants, on a déjà vécu variant 1, variant 2, variant 3, variant A, je ne sais pas. Donc, parmi les causes, c'est vaccination aussi. Donc, pour accélérer d'une manière rapide, on peut bien sûr éviter ce problème-là. Donc, indispensable de coupler vaccinations avec biosécurité et l'abattage des masses. Imaginons une ferme, par exemple, il a 5 000 ou 10 000 têtes. L'abattage, donc, il y a un impact économique grave. Va changer, bien sûr, va changer les facteurs socio-économiques. Il y a la dissémination, quand on parle de la dissémination interhumaine, il y a des facteurs. Est-ce dépendante de la densité de la population, des moyens de transport disponibles? Tout ça, ce sont des déterminants qui favorisent la transmission interhumaine. Il y a aussi l'interconnexion totale d'un pays à l'autre. Donc, il est favorisé, on sait bien que il y a actuellement, il est facile de voyager d'un pays à l'autre. Donc, des grandes caractéristiques du XXe siècle, c'est quoi? C'est le doublement des trafics aériens, les 15 ans. En 2008, il y a 4,3 milliards de passagers, plus de 38 millions de vols.
l'interconnexion totale, par exemple, prenons l'exemple de la grippe H1N1, elle a paru en Amérique du Nord, dans les élevages des porcs, en avril 2009. Donc, 3 mois plus tard, l'OMS déclare une pandémie. Le cas de SARS-CoV-2, donc, il a paru en Chine, à Wuhan, en décembre 2019. 3 mois plus tard, il a déclaré comme pandémie. Donc, les deux pandémies, on constate que les deux, il y a une dissémination mondiale de l'agent pathogène. Ce sont des facteurs, bien sûr, qui interviennent dans la dissémination et qui facilitent la transmission rapide. Donc, dans un monde interconnecté, à partir d'un certain niveau de contagiosité, les épidémies se transforment systématiquement en pandémies. Donc, c'est une menace globale. Donc, la rapidité de dissémination invalide la stratégie vaccinale. Pour contrôler les épidémies urgentes, donc, pour fabriquer un vaccin, il nécessite entre 7 à 8 ans en moyenne pour développer et produire et valider un vaccin. Donc, il nécessite un temps très large, donc entre 7 ans à 8 ans. En absence de traitements spécifiques, il ne reste que de développer une stratégie spécifique, le dépistage, la quarantaine et la distanciation sociale. Donc, c'est ça, ce sont des stratégies. Pour cela, on a vécu la distanciation physique, la quarantaine et d'autres stratégies. Concernant, s'il y a un écosystème extrêmement propice, donc l'émergence et la dissémination des nouveaux variants des virus, c'est très facile. Donc l'agent pathogène émergent, le livre, si vous voulez, des maladies infectieuses restera ouvert. Donc, on a déjà presque 2 mois, on a déjà réapparition de la variole du singe en Europe. Il y a aussi la grippe de la tomate en Inde. Il y a d'autres dans le futur. L'implication en santé publique et gouvernance. Traditionnellement, devant une infection, épidémie, c'est l'intervention, bien sûr, de la médecine. Devant un agent pathogène, on va réagir, on va développer quoi? Une stratégie du dépistage, quarantaine, traitement, vaccination massive de la population. En fait, la nouveauté, bien sûr, de One Health incite au développement des médecines préventives. C'est ça, le concept de One Health actuel. La nouveauté, c'est de développer, si vous voulez, d'une médecine préventive. Troisièmement, donc, One Health suggère fortement d'agir sur les conditions favorisant les points clés, si vous voulez, d'émergence et la dissémination des maladies. On sait bien que l'approche préventive ne doit évidemment peut-être ou pas être, si vous voulez, limitée aux maladies infectieuses. À titre d'exemple, la pollution de l'air responsable de 8 millions de décès chaque année, approximativement 16%. Il y a le tabac responsable de 8 millions de décès chaque année, dont plus d'1 million de fumeurs, donc approximativement 13,6%. Il y a l'alcool, responsable de 3,3 millions de décès chaque année, donc une fréquence de 5,6 de décès. L'alimentation ultra transformée, riche en sucre, les graisses, donc favorise bien sûr les maladies chroniques comme diabète type 2 et l'obésité. L'obésité est responsable de 2,8 millions de décès chaque année. Au total, on a 40%. 40% des décès, des causes des décès, si vous voulez, ce sont des causes ont une origine, c'est humain. Donc c'est l'homme qui est responsable de ça. On a beaucoup parlé de la guerre contre le coronavirus. Ce terme, il a été utilisé aux États-Unis, en Europe, dans le monde, et particulièrement au Maroc. L'armée marocaine sur le pied de guerre contre le coronavirus, mais il nous faut vraiment rappeler, il ne faut jamais y rappeler que la pollution atmosphérique tue 3 fois plus que Covid. Il y a aussi la pollution
Il y a la pollution atmosphérique qui est 3 fois plus que Covid. Donc, il reste, je pense, 4 slides, rapidement. Les stratégies de surveillance des futures pandémies sur le prisme One Health. Premièrement, le cadre conceptuel One Health suggère fortement que l'amélioration de la santé publique passe par prévention des menaces et notamment par une régulation, à savoir les points forts. L'usage, donc régulation, concernant l'agriculture, concernant l'usage du sol, concernant le commerce international, concernant les activités industrielles, concernant l'innovation technologique, et ainsi de suite. Donc, il y a plusieurs régulations. Le 5e principe de Manhattan, il a cité que pour lutter et prévenir contre les pandémies, concevoir des approches adaptatives, holistiques et tourner vers l'avenir pour la prévention, la surveillance, le suivi, le contrôle et l'atténuation des maladies émergentes est réapparu qui tiennent pleinement compte des interconnexions complexes entre les espèces. Ça, il existe dans le 5e, bien sûr, principe de Manhattan. Alors, il faut également prendre en considération le fait que les menaces globales, que ce soit pandémie, réchauffement climatique, pollution atmosphérique, ne sont détectables et gérables que via, bien sûr, une approche scientifique. Ça pose la question de la place de la science dans le gouvernement ou bien gouvernance de nos sociétés. C'est très important. Donc, c'est ça la question. La place de la science dans la gouvernance de nos sociétés. Et finalement, enfin, la lutte contre les menaces globales nécessite une réponse globale, c'est-à-dire une coopération internationale. Merci pour votre attention. Je remercie professeur Chekiri pour son excellente présentation et je saisis l'occasion pour le remercier pour l'apport considérable et les efforts fournis au cours de la pandémie Covid. Donc au laboratoire de PCR Covid, je vous remercie chaleureusement. Voilà. Et j'aime beaucoup le mot de la fin. Vous avez dit que il faudrait que la science fasse partie de la gouvernance de nos sociétés parce qu'on a l'impression que la science ne fait vraiment pas partie de la gouvernance des sociétés.